Lundi 4 mai 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. À la une de l'actualité de ce soir, Milavon Philobert, également 7e vice-président de l'Assemblée nationale et membre du groupe politique Irmar, a déclaré aujourd'hui qu'il ne dispose d'aucune information officielle concernant l'arrestation du député Nev Raouldine. Selon lui, le président de l'Assemblée nationale n'a pas non plus fourni d'explications claires, bien qu'il soit établi que Nev Raouldine est un député en exercice. Milavon Philobert en a profité pour donner son point de vue sur la situation actuelle, affirmant qu'il ne s'agit pas réellement d'une refondation. Reportage. Des informations circulent sur les réseaux sociaux affirmant que le député du 5e arrondissement, Nev Raouldine, élu sous la bannière Irmar, aurait été arrêté. Du côté de ce parti, il a été indiqué par la voix du 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Milavon Philobert, qu'aucune information officielle n'a encore été reçue à ce sujet, malgré des demandes d'éclaircissement adressées au président de l'institution. Il a précisé que Nev Raouldine est un député en exercice ayant connu des problèmes de santé après l'incident dont il a été victime le 25 septembre 2025 et qu'il a même subi une intervention chirurgicale, ce qui explique son absence du territoire. Le président actuel de l'Assemblée nationale en est informé. Il convient de rappeler que Nev Raouldine est le 3e député du parti de la couleur orange à faire l'objet d'une arrestation après Augustin Djemananour et Marie-Michel Saoundjar-Malal. Aucune information officielle n'a encore été communiquée quant au véritable motif de cette arrestation. Il est également à noter que la majorité de ceux qui ont été déchus de leur mandat sont aussi des députés Irmar. Par ailleurs, le chef de l'opposition affirme que la situation actuelle ne correspond pas à la refondation attendue par la population, mais plutôt à une continuité accompagnée d'une remise en cause des actions du régime précédent fortement visées. Le chef de l'opposition a réaffirmé aujourd'hui que la tenue des concertations nationales constitue la seule solution pour répondre aux attentes des jeunes et de la population en vue d'un changement de système vers une 5e république. Et justement, concernant cette affaire liée à l'arrestation du député du 5e arrondissement, Nev Raouldine, le président actuel de l'Assemblée nationale a déclaré cet après-midi que l'institution dont il a la charge n'a pas encore reçu de notification officielle relative à cette arrestation. Il précise que c'est au ministre de la Justice d'adresser une correspondance à l'Assemblée nationale pour informer de l'arrestation de ce député. Ce n'est qu'après réception de cette lettre que le bureau permanent pourra se réunir afin de décider de la levée ou non de l'immunité parlementaire de ce député. Cette immunité en vigueur reste en vigueur conformément à la loi, a-t-il ajouté. Tout le monde reste dans l'attente de la suite de l'affaire. Restons toujours dans cette page politique. À chaque fois que la question de la concertation nationale est évoquée, le président de l'opposition à l'Assemblée nationale affirme que son organisation manque de sérieux. Une ouverture officielle a déjà eu lieu en décembre 2025, mais la ministre chargée de la refondation annonce à nouveau une nouvelle ouverture ce mois-ci. Le rôle du FFKM, pourtant mandaté pour conduire ce processus, suscite également des interrogations, selon Milavon Philobert. Reportage. La concertation nationale demeure la seule solution aux problèmes actuels, notamment en ce qui concerne les réformes structurelles, a déclaré aujourd'hui le président de l'opposition à l'Assemblée nationale. Toutefois, dans la réalité, la voie menant à cette concertation reste floue et la situation manque de clarté. Son organisation manque de sérieux, insiste Milavon Philobert. Les propos du chef de l'opposition sont appuyés par la déclaration du FFKM, publiée le week-end dernier, concernant la situation nationale. À cette occasion, le président du FFKM à Madagascar a indiqué qu'on ne les laisse pas participer pleinement à la concertation nationale, malgré le mandat qui leur a été confié. Ils poursuivent néanmoins les missions qui leur ont été attribuées. Alors les questions se posent. Quel est réellement le rôle du ministre chargé de la refondation qui affirme vouloir diriger la concertation nationale? Pourquoi les autorités religieuses qui avaient conduit la concertation nationale en décembre dernier sont-elles écartées? Et dans l'éditorial de la rédaction de ce soir, qui sont les véritables responsables de l'attaque de la station-service Jovena d'Amoudmit? Selon les informations, cette attaque n'aurait jamais pu être menée à bien sans l'intervention de militaires armés capables d'instaurer un climat de terreur et de permettre le braquage rapide de la personne transportant l'argent. À la lumière de cette affaire, que désigne réellement la notion d'association de malfaiteurs à Madagascar? Les détails avec Jean-Claude Djemananour. L'attaque menée par un groupe composé de militaires et de civils contre la station Jovena d'Amoudmit le 20 avril dernier a profondément choqué l'opinion publique.
Il s'agissait d'une opération planifiée menée avec des armes dans un contexte d'intimidation. Des militaires censés protéger la population et ses biens se sont transformés en auteurs de vol. De tels agissements contribuent à éroder progressivement la confiance des citoyens envers les autorités. Jusqu'à présent, de nombreux observateurs continuent de suivre de près cette affaire. Pour des cas de ce type impliquant une entente entre plusieurs personnes, les juristes parlent d'association de malfaiteurs, une infraction qui ne doit en aucun cas être banalisée. Depuis le début de ce régime, dit de refondation, plusieurs infractions liées à des perquisitions illégales menées par des militaires ont déjà été signalées. Où en sont ces dossiers aujourd'hui? Les responsables ont-ils réellement été sanctionnés, tant sur le plan militaire que judiciaire? Lorsqu'il s'agit de civils impliqués dans des infractions similaires ou dans une association de malfaiteurs, les poursuites et l'application de la loi sont généralement strictes. L'opinion publique attend une rigueur équivalente, quel que soit le statut des auteurs des faits. C'est à travers une application ferme et équitable de la loi à l'encontre des coupables que la population pourra progressivement retrouver confiance en ces institutions. Pour l'heure, une grande partie des observateurs reste préoccupée par la situation sécuritaire sur le terrain, notamment face à des attaques impliquant des militaires. Faut-il y voir un relâchement de la discipline au sein des forces armées malagasy, ou certains militaires en infraction se croient-ils au-dessus des lois? Poursuivons dans la page économique, les prix à la pompe enregistrent une hausse de 200 arrières par litre après 2 mois d'accalmie. Le super s'achète désormais à 5100 arrières le litre, le gazole à 4860 arrières le litre et le pétrole lampant à 3710 arrières le litre. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutsmalal. Depuis le 3 mai, de nouveaux tarifs sont appliqués dans les stations-service. Une augmentation de 200 arrières concerne les 3 types de carburant. Le super s'achète désormais à 5100 arrières le litre, le pétrole lampant à 3710 arrières et le gasoil à 4860 arrières le litre. Ces prix sont identiques à ceux pratiqués au mois de février, alors même que les cours sur le marché international ont fortement augmenté, précise l'Office malgache des hydrocarbures. À noter que sur le marché international, le supercarburant enregistre une hausse de 49,3%, le pétrole lampant de 134,4% et le gasoil de 137,1%. Tandis que les prix à la pompe à Madagascar restent globalement maîtrisés. Les tarifs pour le mois prochain sont en cours d'examen selon l'OMH. La consommation de carburant a augmenté au cours des 3 premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2025. Le gazole reste le carburant le plus consommé sur le marché avec 59,3%, suivi du supercarburant avec 19,7%, tandis que le pétrole enregistre la plus forte baisse avec seulement 3,9%. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakoutsmalal. Le volume du gasoil consommé a atteint 169 271 mètres cubes sur un total de 285 518 mètres cubes durant le premier trimestre 2026. Autrement dit, près de 59% des ventes dans les stations-service concernent le gasoil. Le supercarburant arrive en deuxième position avec 19,7%, soit 56 400 mètres cubes. Le pétrole se place en troisième position avec une consommation en baisse à 3,9%, soit 11 309 mètres cubes. Les 17% restants correspondent notamment au fuel utilisé par la Jirama ainsi qu'au kérosène. Selon ces données, comparé au premier trimestre 2025, l'utilisation de supercarburant a connu une hausse de 24,4% contre 45 343 mètres cubes l'année précédente. Le gasoil a également progressé de 7,3% contre 157 806 mètres cubes en 2025. En revanche, le pétrole a chuté de 19,4% contre 14 029 mètres cubes l'année dernière. Cette baisse s'explique notamment par l'utilisation croissante d'équipements d'éclairage domestique plus accessibles, réduisant ainsi le recours au pétrole.
Dans la suite des actualités de ce soir, à Madagascar, l'absence d'un cadre légal clair protégeant les lanceurs d'alerte constitue actuellement un blocage par crainte de représailles, notamment d'emprisonnement. Beaucoup n'osent pas dénoncer les faits, même lorsque les irrégularités sont manifestes. Le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ou CSI, est actuellement engagé dans l'élaboration d'un projet de loi visant à protéger les lanceurs d'alerte. À cet effet, il a appelé les députés à accélérer le processus d'adoption de ce texte afin d'assurer une protection effective de ces acteurs essentiels. C'est un reportage de Anienne Martina Nzaranji. Les lanceurs d'alerte qui osent dénoncer et signaler les faits constituent un levier important pour renforcer la lutte contre la corruption et les pratiques illégales à Madagascar, tout en garantissant la transparence. Selon les explications du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, CSI, ce phénomène se manifeste sous différentes formes. Cependant, l'absence de loi claire les protégeant demeure un obstacle majeur. C'est d'ailleurs la principale raison de l'élaboration de ce projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte à Madagascar. Les députés, en tant qu'autorité législative, ont souligné la nécessité de mettre en place ce cadre juridique. Une séance de sensibilisation des autorités législatives, accompagnée d'une présentation du contenu de ce projet de loi, s'est tenue le jeudi 30 avril dernier. Il a été annoncé qu'à l'issue de cette étape, le dépôt du texte à l'Assemblée nationale est attendu. 109 journalistes malgaches ont reçu des distinctions honorifiques lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse hier. Parmi les récipiendaires figure le journaliste photographe de la chaîne de télévision Viva, Ravelnariv Yves Janel, élevé au rang de chevalier de l'Ordre national. Fin de Sénamiri nous en dit plus. Des journalistes expérimentés ont reçu une reconnaissance particulière à travers l'attribution de distinctions honorifiques nationales lors de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. Au total, 109 personnes ont été décorées, dont un grand croix de 2e classe de l'Ordre national, un grand officier de l'Ordre national, 2 commandeurs de l'Ordre national, 7 élevés au rang de grand officier de l'Ordre national, et le reste au rang de chevalier de l'Ordre national. Parmi les récipiendaires au titre de chevalier de l'Ordre national figure le journaliste photographe de la télévision Viva, Ravelnariv Yves Janel, qui exerce dans le domaine du journalisme depuis 30 ans et travaille au sein de la chaîne Viva depuis plus de 18 ans. Selon le ministre de la Communication et de la Culture, qui a présidé la cérémonie officielle de remise de distinction, les journalistes forment un corps uni et solidaire. Poursuivons dans la page culturelle. La SAV qui a organisé un Batumravav hier a attiré de nombreuses personnes. Outre les Betsliou et les Valvutaka, la diaspora d'Antananarive accorde une grande importance à cette culture malagasse. De plus en plus d'habitants de la capitale s'y intéressent également. C'est un reportage de Fin de Sénamiri et Yves Janel. Un Batumravav a été hier 3 mai un lieu de rassemblement des passionnés du SAVK. Plus de 10 000 spectateurs ont fait le déplacement. La fraternité et la solidarité, valeurs véhiculées par le SAVK, sont particulièrement chères aux Betsliou vivant et travaillant dans la capitale. Les retrouvailles lors de ce type d'événement sont toujours empreints de joie. La présence de zébus, fougueux, participant au SAVK rend le spectacle encore plus apprécié du public. Même les habitants de la capitale montrent désormais un réel intérêt pour cette pratique culturelle. À noter qu'environ 60 zébus ont participé au SAVK hier à un Batumravav. Dans les actualités sportives de ce soir, Maître Olivier Sicard a dispensé une formation et remis au goût du jour le taekwondo traditionnel lors de son passage à Madagascar. En effet, le taekwondo VT ne sert pas uniquement à la compétition, mais contribue aussi à façonner le comportement dans la vie quotidienne selon les explications. La session de formation s'est tenue au dojo de Nansan vendredi dernier. C'est un reportage de Nassou Razakastan et Michel Rakoutsan. D'origine malagasse, Olivier Sicard est pratiquant de taekwondo et collabore étroitement avec la Fédération malagasse. Titulaire du grade de 7e dan, il constate que les pratiquants sont aujourd'hui trop focalisés sur la compétition. Vendredi dernier à Nansan, ce métis malagasse a ainsi partagé son savoir et réenseigné le style traditionnel.
La pratique du taekwondo traditionnel offre de nombreux bénéfices qui se répercutent directement dans la vie quotidienne des pratiquants. Bien que ce ne soit pas une discipline nouvelle, elle reste encore peu répandue. La fédération s'efforce toutefois de relancer et de promouvoir ce style à travers les régions. Pour la plupart des pratiquants, c'est à l'occasion de cette visite d'Olivier Sicard à Madagascar qu'ils ont véritablement découvert le taekwondo traditionnel. Olivier Sicard et Safi Taïn ont quitté Madagascar samedi dernier. Néanmoins, la collaboration entre cet expert et la Fédération malagaise de taekwondo VT se poursuivra. Parlant basketball, les clubs qui ne se sont pas qualifiés pour les compétitions nationales en cette saison 2026 ne seront pas laissés pour compte. Une compétition baptisée Coupe de la section sera organisée par la section Antananarivoile de basketball. Selon les explications, l'objectif est de permettre une montée en niveau progressive et équilibrée de tous les clubs composant la section. Par ailleurs, les finales des catégories des moins de 10 ans et des moins de 16 ans pour le championnat de la section Antananarivoile se sont poursuivis hier dimanche au gymnase d'Ankatsu. C'est toujours un reportage de Narsoura Zakassan et Michel Rakoudson. Les parents ont été impressionnés par le niveau technique des enfants de moins de 10 ans lors de la finale du championnat de la section Antananarivoile en basket. La finale a opposé l'AFO en rouge et le COSFA en blanc dans un match très serré et allaitant jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes étant restées proches au score tout au long de la rencontre. L'FAO a toutefois pris l'avantage et s'est imposé sur le score de 39-35. À l'issue du match, l'entraîneur de l'AFO a déclaré qu'il n'est pas facile d'occuper ce rôle lorsqu'on cadre de très jeunes joueurs. De leur côté, les responsables de la fédération ont salué les efforts de la section pour permettre au club de jouer en salle. Cette saison se distingue également par l'organisation de la Coupe de la section selon le président de la section. Concernant les autres résultats des finales, le JCBA est champion chez les garçons U16, tandis que le Findjefial remporte le titre chez les filles U16. Dans la suite des actualités de ce soir, partons à l'international. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté hier dimanche qu'un cas d'infection à hantavirus sur un navire de croisière avait été confirmé en laboratoire et que 5 autres cas étaient suspectés. Si les 6 personnes affectées, 3 sur les 6 personnes affectées, 3 sont décédées et une se retrouve actuellement en soins intensif en Afrique du Sud, a indiqué l'agence de l'ONU. Les détails avec France 24. C'est une croisière qui vire au cauchemar. Sur ce navire néerlandais, le MV Ondius, plusieurs passagers auraient été touchés par une infection à hantavirus, une maladie pouvant provoquer des syndromes respiratoires aigus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un cas a été confirmé en laboratoire. Les infections à hantavirus sont généralement liées à une exposition environnementale, contact avec l'urine ou les excréments de rongeurs infectés. Bien que rare, le hantavirus peut se transmettre d'une personne à l'autre et entraîner des maladies respiratoires graves. Il nécessite une surveillance attentive des patients, un soutien et une prise en charge appropriée. C'est un croisiériste de 70 ans qui a le premier présenté des symptômes. Il est décédé à bord du navire. Son épouse a également succombé à la maladie après avoir été prise en charge à Johannesburg en Afrique du Sud. Selon le porte-parole sud-africain, au moins un passager a également été admis en soins intensifs dans un hôpital du pays. Le navire, d'une capacité de 170 passagers, reliait Ushuaia en Argentine au Cap-Vert. Il est positionné ce dimanche soir au large de Praia, la capitale capverdienne. Selon l'OMS, des tests en laboratoire et des enquêtes épidémiologiques sont en cours. D'autres personnes malades pourraient être placées à l'isolement dans un hôpital du Cap-Vert. Et Donald Trump annonce une opération baptisée Projet Liberté pour escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran met en garde contre toute intervention américaine. Malgré ces tensions, les discussions entre Washington et l'Iran progressent autour d'un plan de paix en 14 points qui prévoit notamment un retrait américain et la levée du blocus sous 30 jours. C'est toujours un reportage de France 24. Donald Trump va-t-il opter pour le passage en force? Il a baptisé l'opération Projet Liberté et l'annonce sur son réseau Truth Social. À partir de ce lundi matin, dit-il, la marine américaine va commencer à escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Des pays du monde entier ont sollicité l'aide des États-Unis afin de libérer leurs navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ce conflit ne les concerne en rien.
Dans l'intérêt de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons assuré à ces pays que nous guiderons leurs navires hors de ces voies navigables restreintes, afin qu'ils puissent reprendre leurs activités en toute sécurité. Des destroyers lance-missiles, une centaine d'aéronefs et 15 000 soldats doivent être déployés. De son côté, Téhéran avertit que toute interférence américaine dans le détroit sera considérée comme une violation du cessez-le-feu. Un échange tendu alors que les discussions entre Washington et Téhéran semblent pourtant se concrétiser autour d'un nouveau plan iranien en 14 points. Il prévoirait notamment le retrait des forces américaines et la levée du blocus du détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Notre plan est exclusivement axé sur la fin de la guerre. Les points évoqués concernant les détails dans le domaine nucléaire ne sont absolument pas inclus dans ce plan. La question du nucléaire iranien reste un point de discorde important. Mais le président américain Donald Trump a évoqué ce dimanche soir des discussions très positives avec Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan. L'Iran examine en ce moment la réponse américaine à sa proposition de plan de paix. Et pour terminer cette page internationale, à l'occasion du 8e sommet de la communauté politique européenne, les Européens, qu'ils soient membres ou non de l'Union européenne ou de l'OTAN, se retrouvent à Erevan en Arménie, allié précieux face au désordre mondial alimenté par Donald Trump. Le Premier ministre canadien Mark Carney est l'invité de ce sommet qui doit aussi bien aborder le soutien à l'Ukraine que la lutte contre le narcotrafic. France 24. Aujourd'hui et demain, 2 sommets pro-européens, sommets que Moscou, qui n'en est pas, voit évidemment d'un mauvais œil. Bilal Tarabé. C'est une véritable démonstration de force diplomatique qui démarre ce lundi à Yerevan, en Arménie. Une quarantaine de pays du continent européen, mais aussi le Canada, réunis dans le cadre de la CPE, la Communauté des pays européens, un format qui rassemble des États membres et non membres de l'Union européenne, créé après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, pour assurer notamment la sécurité du continent. De manière globale, nous faisons face à une guerre sur 2 fronts, l'Ukraine, qui en est à sa 5e année, et l'Iran. Hasard de la géographie, l'Arménie est un pays voisin de l'Iran et une victime collatérale, comme une grande partie du monde, de la guerre en cours. Nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Pour la première fois depuis sa création en 2022, la CPE invite un non-européen, le Premier ministre canadien Mark Carney. Une volonté d'ouvrir ce format continental à l'Amérique, mais sans Donald Trump. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, lui, espère accentuer le virage de l'Arménie vers l'Europe, 3 ans après que le parrain russe a choisi de ne pas intervenir lorsque l'Arménie a perdu le Haut-Karabakh. À quelques semaines d'élections législatives dans le pays, la menace d'ingérence de Moscou reste présente. Mesdames et messieurs, à s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.